Les acteurs des différents secteurs d'activité se sont rendus aux urnes ce dimanche pour désigner leurs représentants à la Chambre de commerce et de l'industrie du Burkina Faso. 11 000 électeurs se sont inscrits pour désigner 151 délégués consulaires répartis dans 45 provinces du Burkina Faso. Dans ce journal, vous aurez l'ambiance de ce scrutin à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. La situation des malades mentaux dans la société burkinabé, c'est le sujet du grand format que la rédaction de la télévision du Burkina vous propose ce dimanche. Des personnes mentalement malades qui ont besoin d'une prise en charge appropriée, mais qui sont pour la plupart marginalisées. Nous en parlerons en détail avec le professeur Aruna Ouedraogo. Il est psychiatre au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo. La France commémore ce 13 novembre le premier anniversaire des attentats terroristes qui avaient ciblé plusieurs endroits publics dont le Bataclan. Ces attaques avaient fait 130 morts, dont 90 victimes dans la seule salle de concert du Bataclan. Une cérémonie sobre de recueillement a eu lieu ce dimanche. Bonsoir, merci de suivre cette édition. Tout d'abord, sachez que le ministre de l'Énergie de la République de l'Azerbaïdjan est en visite de travail au Burkina Faso. Avant de commencer ses activités avec son homologue burkinabé, il s'est rendu au palais de Kosiam ce soir pour rencontrer le président du Faso. Natik Aliyev a salué la qualité du programme de développement du président du Faso. Il a également échangé avec Roch-Marc Christian Kaboré sur la question de l'énergie, un sujet sur lequel son pays veut soutenir le Burkina Faso à développer ce secteur. On l'entend au micro de Roger Kam et Ismaël Zilouma Sirima. Nous avons tous convenu que l'énergie électrique est la clé de voûte du développement. Et aujourd'hui, sans énergie, потребление населения, промышленности, тогда невозможно решать социальные проблемы людей. Поэтому мы предложили свои услуги. У нас большой опыт в этом. Я еще раз хочу подчеркнуть, что это государственная компания, 100% принадлежащая правительству. Qui vont intervenir ici sont des compagnies étatiques. И правительство поддерживает l'État japonais soutient fermement, гарантирует et garantit и создает условия. Le travail de ces compagnies. Ce communiqué de la présidence du Faso avant de poursuivre. Le président du Faso, son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, prendra part du 14 au 16 novembre 2016 à Marrakech au Maroc à la 22e conférence des parties COP22 de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Cette conférence de très haut niveau va regrouper de nombreux chefs d'État et de gouvernement venus du monde entier. Pour ce qui concerne l'Afrique, les négociations porteront essentiellement sur la répartition du Fonds vert contre les changements climatiques issus des accords de la COP21 de Paris en 2015. En marge des travaux de la COP22, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, va s'entretenir avec de nombreux partenaires du Burkina Faso ainsi que des Burkinabés vivant au Maroc. Cela dit, ce dimanche a été un jour d'élection consulaire pour le renouvellement des membres de la Chambre de commerce et de l'industrie du Burkina Faso. Ils étaient plus de 11 000 électeurs appelés aux urnes pour désigner 151 délégués consulaires. Cette élection s'est déroulée dans les 45 provinces du Burkina Faso. Le ministre en charge du commerce a fait le tour de quelques bureaux de vote à Ouagadougou. Le reportage de Siedi Larien et Nyarkiteda. Ce n'est pas la grande affluence, certes, mais ce sont des élections de tous les enjeux pour les acteurs du monde des affaires. Il faut mettre un terme à 2 ans de délégation spéciale au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie et surtout rompre avec les vieilles habitudes afin d'installer un véritable parlement économique au Burkina. C'est un ouf de soulagement. Et moi, je pense que là, on rentre dans la transparence et il n'y a plus de manipulation. Donc moi, je n'avais jamais voté. C'est la première fois que je vote. Et je pense que, bon, si je suis arrivé là, c'est qu'il y a beaucoup de transparence. Bon, ce vote représente pour moi un nouveau changement, une nouvelle ère dans l'espace des activités commerciales au Burkina Faso. 61 bureaux de vote sont ouverts dans les 45 chefs-lieux de province, dont 11 à Ouagadougou. Et de l'avis des membres des bureaux de vote de Ouagadougou,
tout se déroule bien. Un sentiment partagé par le ministre en charge du commerce qui se réjouit de la tenue de ces élections consulaires. Il y a un bel engagement des opérateurs économiques à avoir leur chambre de commerce maintenant. L'engagement fort est pris par les opérateurs économiques d'avoir leur chambre. Une chambre qui sera donc issue des votes libres, des votes inclusifs, j'allais dire élections qu'on n'a pas encore connues depuis l'avènement de cette chambre de commerce. Ces élections consulaires se présentent comme une consécration des concertations ouvertes avec les acteurs de tous bords, car ce n'était pas évident. C'est vrai, il y a eu beaucoup de remous là-dessus, il y a eu beaucoup de contestations, mais on a pris le soin quand même d'expliquer un peu le processus à l'ensemble de ces acteurs. Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, avec ce que nous voyons sur le terrain, que les choses sont en train d'aller dans le bon sens. Ils sont 11 545 électeurs, issus du commerce, services et de l'industrie, appelés à désigner 151 membres venant des 45 provinces contre 123 des 11 provinces pour l'ancienne équipe. Voyons à présent l'ambiance de cette élection du côté de Bobo-Dioulasso. Dans cette ville, plus de 2000 électeurs sont inscrits et 32 postes de délégués consulaires sont à pourvoir. Les bureaux de vote ont effectivement ouvert à 6 heures et la mobilisation était de taille. Le ministre en charge du commerce est rendu également à Bobo-Dioulasso pour suivre le déroulement du scrutin. On voit cela avec Hassan Gourabou et Mireille Carole Tougouma. Élection consulaire à la Chambre de commerce et d'industrie. Bobo-Dioulasso, bureau de vote numéro 2. Il est 6 heures. Après quelques réglages et vérifications, le vote commence. Pour ce premier électeur, acteur du monde de l'hôtellerie, l'enjeu de ce scrutin est de taille. On aimerait vraiment que ceux qui vont prendre la tête de l'activité fassent que l'activité soit plus dynamique qu'avant. La jeune féminine œuvrant au niveau de l'industrie attend également beaucoup de ces élections. Cette fois-ci, on est venu pour voter, pour que ceux qui vont passer là, ils n'ont qu'à essayer de penser à nous. Ici, nous, on est seulement 2 femmes qui font le BTP à Bobo. Mais vraiment, ça ne va pas. La coordonnatrice de ces élections au niveau du Grand Ouest salue la mobilisation. L'engouement des opérateurs, en tout cas, nous paraît très fort. Il y a eu beaucoup d'inscrits au niveau du OE. Et il faut dire qu'en 2013, nous n'avions même pas 1000 électeurs et cette année nous sommes à 2191 électeurs. 15h30, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat prend le pouls du déroulement des votes. À Boromo, Oundé et même ici, on a un taux minimum donc, de 90%, ce qui est satisfaisant. Il y a un bel engouement donc, au niveau de ces élections consulaires. Parce que disons-le, c'est la toute première fois qu'on a donc des élections ouvertes comme ça. Dans l'ensemble, c'est satisfaisant. Au total, 32 postes sont à pourvoir à Bobo-Dioulasso. Les élections se sont tenues dans 6 bureaux de vote. Autre point de l'actualité, que reste-t-il de l'esprit de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 au Burkina Faso? C'est le thème d'un panel débat tenu hier à Ouagadougou et c'est une initiative de la coalition d'Itaniens en collaboration avec le CGD, le Centre pour la gouvernance démocratique. Et ce fut un cadre pour ceux qui ont pris part de faire une analyse de la situation sociopolitique au Burkina depuis cette insurrection. Le reportage de Daouda Ouattara et Tanga Kafando. Après la commémoration, place à la réflexion pour sauvegarder les acquis de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Des causes de l'insurrection à la gestion du pouvoir par les dirigeants actuels en passant par celle de la transition, rien n'a été occulté. Oui, je fais des reproches. J'estime que ce qui était l'esprit de l'insurrection, qui consistait à tracer les sillons forts d'un nouvel ordre politique, économique et sociale, ne l'a pas été suffisamment. Pendant que la future constitution est en gestation, les panélistes trouvent qu'elle doit intégrer les réformes nécessaires afin de refléter la société burkinabé. Nous avons des réalités au Burkina Faso que l'insurrection et le coup d'État ont mis en évidence et que nous devons travailler à constitutionnaliser. Nous avons par exemple la question de la républicanisation de la chefferie traditionnelle. Comment faire pour que ces forces qui jouent un rôle d'intermédiation dans notre société puissent valoriser la République sans nous apporter les éléments
rétrograde qui existe dans certaines de nos traditions. Le panel a été organisé par la coalition d'Italiens, un regroupement de plusieurs OSC, dont le ballet citoyen. Au-delà donc des commémorations que nous avons eues il y a 2 semaines, il faut réfléchir sur ce qui nous a amené à cette insurrection-là et réfléchir sur comment nous devons pérenniser l'esprit de cette insurrection pour que le peuple qui est sorti les 30 et 31 ait donc la société dont il est arrivé. Et pour ça, bien sûr, on peut revendiquer, bien sûr, on peut se plaindre, mais rien ne remplace donc la réflexion. La sobre cérémonie qui a précédé le début des travaux a eu comme invité de marque le président de la transition, Michel Kafando, ovationné pendant longtemps lors de son intervention. Nous ouvrons à présent le grand format du 20h de ce dimanche consacré à la situation des malades mentaux. La situation de ces malades mentaux préoccupe la communauté internationale qui a choisi la date du 10 octobre comme journée de la santé mentale. Le Burkina Faso a commémoré cette journée en différé hier à Boulsa. Elle a été marquée par des messages de sensibilisation sur la prise en charge de ces malades. Yacouba Gamine, Dimitri Baldini et Yakiteda. Ayons un regard positif sur les malades mentaux qui sont nos frères et sœurs. C'est sur ce thème que la province du Namentenga a commémoré la Journée mondiale de la santé mentale. Pour la circonstance, autorités administratives, chefs coutumiers, religieux et associations se sont impliqués pour la réussite de l'événement. C'est une initiative qui est venue d'une association. Il était de notre devoir de l'accompagner dans ce qu'elle fait, dans la mesure où elle agit en faveur des populations. Et cela permet vraiment de prendre en compte ces couches-là. Toujours marginalisées, ces personnes communément appelées fous ou folles bénéficient d'une attention particulière ce jour-là et sont ici rasées et vêtues d'habits propres. Et pour l'occasion, les populations de Boulsa dans leur ensemble sont sorties pour communier avec ces personnes souffrant de maladies mentales. J'ai la conviction qu'avec beaucoup de solidarité, avec des approches au sein des familles, dans la société, la plupart d'entre eux peuvent guérir de ce mal-là et être productifs et aider au développement de la province et au développement du Burkina Faso. À cette même occasion, l'Organisation catholique pour le développement et la solidarité au CADES, la Société d'accompagnement pour l'autopromotion et le développement SAPAT et d'autres partenaires ont remis des médicaments aux malades mentaux. Et pour le représentant des bénéficiaires, ce don est d'un grand intérêt pour eux et souhaitent qu'elle soit pérenne. Et comme déjà dit, les personnes vivant avec des troubles mentaux sont des marginalisés de notre société. Qu'est-ce qui justifie ce rejet social? Comment les Burkinabés appréhendent-ils le phénomène des malades mentaux? Une de nos équipes s'est intéressée à ces questions dans la ville de Ouagadougou. Élément de réponse dans ce dossier signé Roger Bebamba et Joubaviel David Dabiri. Ils sont stigmatisés, en errance perpétuelle et très souvent en quête de pitance pour la survie. Ces personnes atteintes de troubles mentaux vivent au quotidien le rejet et l'humiliation. Un sort qui ne laisse pas toujours indifférents. À défaut de pouvoir les prendre totalement en charge, certains citoyens leur témoignent un peu d'humanité. Il arrive souvent que j'apporte aussi mon aide à ces gens-là, si j'en ai quoi. Bon, mais c'est triste quand même quoi. Souvent c'est touchant. Tu as envie peut-être d'aider, mais comme c'est un fou, tu as peur d'être agressé. Cette vie d'errance et d'instabilité est la résultante de certains préjugés qui entourent les maladies mentales dans notre société. Dans de nombreuses familles, dès l'apparition des premiers signes de troubles comportementaux, l'individu est isolé, toute chose qui contribue à la dégradation de sa santé. Au-delà de la maladie, il y a des préjugés qui entourent justement la démence. Des préjugés, bon, souvent les gens pensent que c'est une malédiction et autres. Donc, il y a un travail également à faire auprès des communautés pour faire en sorte que les gens puissent véritablement s'impliquer, prendre ça comme une maladie, comme tout autre, qui peut arriver à n'importe quel individu. Cette perception sociale des troubles mentaux porte préjudice aux malades. À cela s'ajoute le manque de synergie d'action des services étatiques pour une meilleure prise en charge de ces pathologies. Face à la recrudescence du phénomène, ces services techniques peaufinent désormais des stratégies de lutte. En matière de prise en charge, nous accompagnons des associations qui ont des centres qui hébergent ces personnes-là.
Donc il y a l'accompagnement technique, il y a l'accompagnement financier, il y a l'appui alimentaire à ces centres-là. En ce qui nous concerne également, vous savez que dans tous les CHI, et quand on prend par exemple le cas spécifique du CHI Yaladeau, dans l'unité de psychiatrie, il y a un service social qui intervient également pour encadrer les parents, pour essayer de faciliter un peu le séjour de la personne malade mentale au sein de cette unité. Une prise en charge vivement souhaitée par les populations qui subissent parfois les sauts d'humeur de cette frange d'oubliés. Et en cette commémoration de la Journée mondiale de la santé mentale, les autorités sont interpellées sur la prise en compte des troubles mentaux dans les priorités sanitaires, car cela y va de l'équilibre social. Et la rue constitue le principal domicile de la plupart de ces malades mentaux, puisqu'ils sont généralement rejetés par leur propre famille. Heureusement, il y a encore des personnes et des structures sensibles à la situation de ces personnes. C'est le cas du centre Notre-Dame de l'Espérance de Bobo-Dioulasso qui prend en charge plus de 70 malades mentaux. Malgré les moyens limités de ce centre, il arrive à donner un nouvel espoir de vie à ses pensionnaires. Lamine Karantao et Amadou Loué. Dans les centres urbains comme Bobo-Dioulasso, plusieurs personnes souffrent d'une grave maladie mentale. Si certains ont encore une famille qui les accepte, d'autres ont comme seul refuge la rue. À côté des services publics, il y a de plus en plus de structures privées qui tentent de donner une lueur d'espoir à ces patients désorientés. Parmi lesquels le centre Notre-Dame de l'Espérance de Bobo-Dioulasso. Soumaïla et Richard font partie des 72 pensionnaires de ce centre. Après ma maladie là, moi et puis mes parents, on ne se comprenait pas au village et voulaient que je lave les médicaments traditionnels. Donc moi, entre-temps, j'ai refusé que je ne lave pas les médicaments traditionnels. Oui, aujourd'hui, je me sens complètement guéri. Souvent, je tapais aussi mon pied. Je dis que mon pied n'a qu'à taper, ça se lève puis ça tape. Donc les pieds taper là, c'est fini. Créé en 2014, le centre Notre-Dame de l'Espérance œuvre à l'accueil, à la prise en charge et à la réinsertion sociale des malades mentaux rejetés par la société. Nous allons dans la rue, là où ils sont, nous entrons en contact avec eux, nous échangeons et suite à la relation humaine qui se crée, nous les invitons à venir avec nous dans le centre où ils sont pris en charge. Mère d'un garçon, Odette est l'une des 23 femmes pensionnaires du centre. Avant, j'étais folle, mais maintenant, je n'ai pas folle. Maintenant, je suis guérie. Les médicaments, là, je prends là. C'est ça, je suis guérie. Le jardinage et l'élevage sont, entre autres, les activités de soutien initiées par le centre. Mais certains patients sont également placés dans des ateliers en ville, comme ici. Ces deux garçons s'exercent en tapisserie. Le matin, on vient, on balaye d'abord. Après de faire le balayage, nettoyage, on fait venir les chaises. Et puis on commence à, si le patron vient, on commence avec les fils au tissage. Bon, au début, c'était un peu compliqué. Mais maintenant, ils commencent à se retrouver. Compliqué comment? Bon, c'était des gens, même si tu leur parlais, ils te regardaient, ils ne te répondent même pas. Les gens même avaient peur même d'eux. Selon ses premiers responsables, en 2 ans d'activité, le centre Notre-Dame de l'Espérance a reçu 335 patients et 147 ont pu réintégrer leur famille. Et c'est le même objectif poursuivi par l'association Sauvons le Reste dans la région du Nord. Cette association créée en 2012 apporte des soins et de l'abri aux déficients mentaux. L'action de cette association porte fruit puisqu'elle a permis donc de sortir une vingtaine de malades mentaux de leur situation. Et pour continuer dans ce sens, l'association Sauvons le Reste et ses partenaires ont en chantier la construction d'un centre d'hébergement des malades mentaux. Des détails avec Irénée Kabouré et Alidou Alain Savadou. Amadé Ouedraogo est aujourd'hui éleveur de moutons et de petites volailles dans la commune de Wayuguya. Il y a de cela 2 ans, sa déficience mentale ne lui permettait pas d'exercer une activité. Grâce à l'association Sauvons le Reste, une chance lui a été offerte. Et comme Amadé, plusieurs malades mentaux sauvés par l'association ont réussi à se réintégrer dans la société. Nous tournons dans la ville de Wayuguya ou d'autres localités à la rencontre de ces malades-là. Nous échangeons avec eux pour les proposer nos services.
Et c'est suite à ça maintenant que nous arrivons à les convaincre pour les ramener au local ici. La situation des malades diffère d'une contrée à une autre. Certains malades sont immobilisés par des chaînes et d'autres laissés à eux-mêmes dans les rangs sans abri ni soins. Selon le responsable de l'association Sauvons le Reste, l'État devrait venir en appui aux structures chargées d'accompagner les malades mentaux. Ces personnes ne bénéficient pas des mesures sociales que l'État dit qu'il a mis en place pour eux. Et ça cause problème. Nous n'avons pas une structure construite, mais l'accompagnement se fait. Et à travers donc l'appui des associations, les appuis au niveau donc de leur site d'hébergement, l'orientation directe au niveau donc du service psychiatrique. L'association Sauvons le Reste bénéficie aujourd'hui d'un appui de l'ONG CDM pour la construction d'un centre de transit et de réinsertion sociale. Les travaux sont avancés et l'ouverture du centre est prévue pour l'année 2017. Un centre de transit et de réinsertion, récupérer les malades, les transiter à part un traitement, et suite à ça, quand ils seront stabilisés, nous procédons à la recherche de la famille, nous rentrons en plaidoyer avec la famille et nous faisons des démarches pour que le malade puisse se réinsérer dans sa propre famille. Avec ce centre qui va accueillir plus d'une cinquantaine de malades, la région du Nord pourrait alors prendre en charge efficacement des personnes en situation de déficience mentale. Et pour aller plus loin sur ce sujet, nous recevons le professeur Aruna Ouedraogo. Il est le chef du service psychiatrie du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo. Bonsoir, professeur. Bonsoir, madame. Alors, tout d'abord, une réaction à la suite de ces différents reportages. Voilà, je voulais vous remercier pour l'intérêt que vous portez sur ce problème. Féliciter les différents acteurs qui sont intervenus pour expliquer le travail qui est fait à leur niveau. Et également aussi remercier la presse, parce que je pense que ce sont des journalistes qui sont allés sur le terrain faire ce reportage-là, pour contribuer à sensibiliser l'opinion sur ce problème qui est assez important, assez préoccupant. Ce sont des citoyens et nous avons compris à travers le reportage des cris de cœur d'acteurs qui interpellent, n'est-ce pas, l'État, la société par rapport à ce qui doit aussi être apporté comme aide à ces personnes-là. Alors, la santé mentale, aujourd'hui, donc, qui constitue un véritable problème, mais est-ce que c'est considéré comme une priorité en santé publique au niveau du Burkina? Malheureusement, ça ne l'est pas. Et nous pensons aussi qu'avec votre contribution, on parviendra à faire bouger un peu les lignes. C'est malheureusement un problème qui est un peu général. La santé mentale dans la plupart des pays est reléguée au second rang des priorités sanitaires. Et cela fait qu'on n'arrive pas en fait à avoir les moyens nécessaires pour assurer convenablement la prise en charge de certaines catégories, notamment celles qui ont été l'objet de ce reportage-là. Justement, vous avez parlé des catégories. Quels sont les types de malades mentaux que vous recevez au niveau de vos services et généralement, ils sont référés chez vous à quel stade de leur maladie? Alors, nous recevons toute catégorie de malades mentales. Il faut savoir qu'il y a de façon schématique les maladies chroniques et les maladies aiguës. Et dans la plupart des cas, nous les recevons à un stade malheureusement chronique, après donc une longue période d'évolution des troubles. Il y a dans ce genre de situation des difficultés, en ce sens que la maladie souvent se complique du fait de l'absence de traitement approprié. Alors c'est souvent des patients qui viennent accompagnés par les membres de la famille. Il arrive parfois que ce soit par les forces de l'ordre. En tant que structure de référence, nous recevons bien entendu des patients qui viennent d'autres
formation sanitaire périphérique. Donc c'est en gros, en fait, les circonstances dans lesquelles nous sommes amenés à recevoir les malades. Et une fois chez vous, comment vous procédez à la prise en charge? Alors, la prise en charge fait appel à 3 méthodes. Il y a l'utilisation des traitements médicamenteux. Dans certains cas, c'est un aspect extrêmement important qui permet en fait de stabiliser le trouble, de pouvoir créer aussi une certaine relation afin de passer aussi à une autre phase qui est la psychothérapie. C'est aussi une approche qui permet en fait à certains patients de pouvoir retrouver une certaine confiance, de pouvoir aussi s'appuyer sur leurs propres ressources pour vaincre la maladie. Et puis il y a bien entendu un aspect important qui est la prise en charge sociale, qui nécessite, comme vous avez pu le constater, un certain nombre de moyens, qui nécessite aussi la mobilisation aussi de plusieurs acteurs qui concernent la société de façon générale, puisque la famille joue un rôle extrêmement important dans certains cas de pathologie mentale chronique et qui malheureusement aussi atteint en fait un stade d'invalidité qui fait que ce sont des sujets qui ne sont pas toujours productifs. Donc il faut pouvoir assurer une assistance de manière continue dans certains cas malheureusement. Alors, professeur Ouedraogo, on sait que ce type de maladie fait peur quand même. On l'attribue à des causes relevant plus du mystique que de la médecine. Quelles sont les conséquences de cette mentalité-là sur la prise en charge de ces malades? Oui, vous avez parfaitement raison. Dans notre société, tout comme dans beaucoup de sociétés africaines, la maladie mentale est considérée comme une maladie assez mystérieuse, de cause assez mystérieuse, en tout cas qui relèverait du soin traditionnel beaucoup plus que du traitement moderne. Alors vous conviendrez qu'avec de telles logiques, le recours thérapeutique privilégié par la population, c'est surtout les traitements traditionnels. C'est vrai qu'en tant que méthode thérapeutique, il peut y avoir une certaine efficacité, mais ces traitements traditionnels ne peuvent pas toujours venir à bout, n'est-ce pas, de toutes les situations. Donc, il y a nécessité qu'on puisse procéder en fait à une sensibilisation de la population pour que ces malades-là puissent être considérés aussi comme des malades comme n'importe quelle autre maladie. Je pense que c'est important. Chaque spécialité médicale présente ses spécificités. Donc nous, en tant que psychiatres, nous avons dans notre discipline des spécificités, mais cela n'empêche de considérer que ce sont des malades et qu'on peut aussi, par le biais du traitement médicamenteux, de la psychothérapie et des mesures de réinsertion, atteindre aussi des résultats fort appréciables. Alors, on a déploré aussi le rejet social dont ces malades sont victimes, notamment même de la part de leur famille. Quel devrait être le comportement des membres de leur famille à leur égard? C'est d'abord comprendre qu'il s'agit, dans la plupart des cas, de malades qui ont besoin de cette famille, justement, pour leur évolution. Le reportage a surtout focalisé une catégorie particulière de malades. Il s'agit de malades qui sont atteints d'états psychotiques d'évolution chronique et pour certains des formes assez invalidantes, n'est-ce pas, de ces états-là. Donc dans ces situations-là, la famille joue un rôle extrêmement important pour non seulement assurer les soins d'hygiène, mais également aussi permettre aux patients de pouvoir avoir un certain nombre aussi de dignité, parce que ce n'est pas parce qu'on est malade qu'on perd sa citoyenneté. On est quand même un être, on relève d'une famille, et cette famille-là doit pouvoir aussi assurer un minimum de responsabilité, en ce sens que la maladie n'est pas l'œuvre de l'individu, c'est un processus qui est multifactoriel, et c'est bon de savoir aussi que dans certains cas, la famille a pu jouer un rôle important dans le déclenchement. Il est donc important que cette famille s'implique dans la prise en charge. Pour terminer, donc, professeur Ouedraogo, vous en tant que praticien, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés? Parce que je suppose que ce n'est pas facile de prendre en charge ces malades-là.
Les difficultés sont de plusieurs ordres. C'est d'abord le fait que les gens recourent à nos services de manière tardive. Après donc une longue période d'évolution, n'est-ce pas, du trouble, et parfois après en fait un véritable parcours auprès de multiples thérapeutes. Donc la maladie se chronicise et donc la prise en charge devient de plus en plus difficile. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, ça apparaît un peu dans le reportage, c'est le fait qu'il y a beaucoup de familles qui malheureusement ont peur de la maladie et qui ne s'impliquent pas comme cela se doit et qui malheureusement aussi peuvent être amenés à abandonner en fait les malades. Alors l'autre difficulté, c'est le manque de moyens sur le plan financier. Ce sont des maladies chroniques qui nécessitent un traitement parfois au long cours et ce traitement malheureusement a un coût qui n'est pas toujours à la portée des familles. Alors, le dernier point qu'on peut également signaler comme difficulté, c'est la collaboration avec un certain nombre aussi de structures qui malheureusement devraient en fait intervenir dans la prise en charge. C'est parfois, n'est-ce pas, les employeurs, c'est souvent l'école qui ont tendance en fait à rejeter dès les premières manifestations de la maladie le sujet et nous éprouvons bien entendu des difficultés pour assurer une bonne insertion sur le plan scolaire ou sur le plan professionnel de ces personnes-là. Voilà, on va s'arrêter là pour cet entretien. Merci beaucoup, professeur Aruna Ouedraogo, d'être passé nous éclairer davantage sur la prise en charge des malades mentaux. Je rappelle que vous êtes médecin et chef de service psychiatrie du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo. Nous poursuivons ce journal avec un autre phénomène qui n'est pas sans effet néfaste sur la santé des enfants. Il s'agit de la présence des enfants sur les sites d'orpaillage artisanaux. L'ampleur du phénomène a été révélée grâce à l'enquête parlementaire sur la gestion des sites miniers. Les députés ont interpellé le gouvernement à prendre des mesures nécessaires pour mettre fin à ce phénomène. Plus de précisions avec Draman Dadian. Les sites d'or artisanaux, lieu de convergence de nombreux Burkinabés. L'activité devient au fil du temps l'espoir de certains jeunes, parmi eux des enfants. Je suis à la recherche de l'or pour subvenir aux besoins de ma famille. J'ai appris que l'orpaillage est interdit aux enfants, mais c'est mon seul refuge. Je suis venu pour chercher l'argent pour aller. Alphonse, 15 ans, élève en classe de 5e. Il hésite entre l'école et l'orpaillage après avoir fait un tour sur ce site. Et ils sont de plus en plus nombreux, ces élèves qui passent le plus clair de leur temps à la recherche du filon jaune. Constat fait par les membres de la commission d'enquête parlementaire sur la gestion des titres miniers et la responsabilité sociale des entreprises minières. L'administration a véritablement confessé son impuissance à réguler et à organiser l'orpaillage qui, dans un des faits, va vous rappeler que ça touche plus d'1 million de personnes. On y retrouve des enfants qui travaillent. Ça aussi, c'est ce qui frappe sur les sites d'orpaillage. Bon, on nous raconte une anecdote pour dire que bon, on retrouve des élèves en pleine année scolaire. Ça veut dire qu'ils ne sont pas en classe et que bon, ils pourraient même être coachés par leur enseignant qui a quelques trous aussi d'or. Et puis bon, voilà. Donc tout le monde, c'est la ruée vers l'or, tout le monde cherche l'or. Après la publication de ce rapport inquiétant, la représentation nationale, dans son rôle de contrôle de l'action gouvernementale, monte au créneau. Le ministre de la Justice est appelé le 4 novembre dernier à l'hémicycle pour répondre à 2 questions orales, dont le travail des enfants dans les sites d'or à exploitation artisanale. Lors du dernier passage à l'examen périodique universel en avril 2013, des recommandations relatives à la prévention et à la lutte contre les pires formes de travail des enfants sur les sites d'orpaillage et des carrières artisanales ont été formulées à l'adresse de l'État burkinabé. Monsieur le ministre, pouvez-vous expliquer à la représentation les mesures prises par le gouvernement pour mettre fin aux pires formes de travail des enfants sur les sites d'orpaillage? Et lorsque la sensibilisation ne marche pas, on est obligé de passer à la phase de répression. Alors, et dans ce cadre-là, il est mis en place l'Office national de la sécurisation des sites, ONASIM, qui est une force hybride opérationnelle
composé de policiers, de gendarmes et de militaires. Leur mission, contrôler l'application de la réglementation sur les sites d'orpaillage. Et tout employeur d'enfants sur ces lieux, dixit le ministre Bagoro, suffira à appliquer la loi dans toute sa rigueur, à savoir une amende de 5 à 25 millions de francs CFA et d'un emprisonnement de 2 à 5 ans. Le 16 novembre prochain, Ouagadougou va abriter le 5e forum de l'autorité régionale de régulation de l'électricité de la CEDEAO. Ce forum sera un cadre d'échange sur les bonnes pratiques dans le domaine de l'électricité. Le défi, c'est de mutualiser les ressources et d'aller vers un marché régional de l'électricité dans l'espace CEDEAO. Quel est l'enjeu de cette initiative? Élément de réponse avec Daouda Ouattara et Olopoda. 25%, c'est le taux d'électrification au Burkina Faso. Pour assurer un approvisionnement efficace, suffisant et pérenne de l'énergie électrique à tous, le gouvernement burkinabé a depuis 1998 ouvert le marché de la production de l'électricité à la concurrence. Un secteur resté pendant longtemps sous le monopole de la Sonabel, et en libéralisant ce secteur, l'État burkinabé a voulu faire de l'accès à l'électricité un droit. Les pauvres ont droit à l'électricité, ce qui signifie que l'État doit élaborer une stratégie pour le développement de l'électricité afin d'assurer le bien-être des populations et assurer la compétitivité de nos entreprises. C'est là la nécessité de la création de l'autorité de régulation du sous-secteur de l'électricité. Une autorité administrative indépendante chargée de veiller à l'équilibre du secteur pour une fourniture en quantité et en qualité de l'énergie électrique. Lorsque l'État fixe ou qu'il révise le tarif de l'électricité, l'avis conforme du régulateur est requis. L'autorité de régulation gère tout conflit, tout litige qui surgit entre les acteurs du secteur de l'électricité. Promouvoir l'efficacité et la qualité du service offert aux usagers dans un contexte de crise énergétique commande une coopération régionale. Et l'AREC, l'autorité régionale du secteur de l'électricité de la CEDEAO, s'inscrit dans cette dynamique d'instauration d'un environnement institutionnel et juridique cohérent. L'ambition est de favoriser le développement d'un marché régional de l'électricité moins cher, unifié et prospère au profit des populations. Actualité à l'étranger, la France commémore ce 13 novembre le premier anniversaire des attaques terroristes qui avaient ciblé plusieurs endroits publics dont le Bataclan. Ces attaques avaient fait 130 morts, dont 90 victimes dans la seule salle de concert du Bataclan. Le président français François Hollande était au premier rang de la cérémonie de recueillement ce dimanche. L'inauguration de cette plaque aura été le premier acte d'une journée de commémoration que les familles des victimes ont voulu sobre. Il y a un an, le Portugais Manuel Dias était la première victime des attentats de Paris. Il était tué ici devant la porte D du Stade de France dans l'explosion d'une bombe actionnée par un des kamikazes. Une plaque portant son nom a été inaugurée par le président François Hollande, accompagné du Premier ministre, de plusieurs ministres et d'élus locaux. Sur plusieurs autres sites devaient être dévoilées des plaques comme celle-ci, avec les noms des victimes des pires attentats jamais commis en France. On revient au Burkina pour la page sport de ce dimanche. Je suis en compagnie de Mamadi Ouena. Bonsoir. Bonsoir Nathalie. Alors on va essentiellement parler de football avec cette victoire hier des étalons sur les requins du Cap-Vert. Oui, c'était un déplacement piège pour le Burkina parce que les étalons restaient sur 4 défaites consécutives devant les requins bleus du Cap-Vert. Mais ce match d'hier à Praia a été un match qui a tourné à l'avantage des étalons, les étalons qui ont réussi à vaincre le CIE indien en battant les requins bleus par 2-0. Et nous allons suivre le résumé de ce match avec nos envoyés spéciaux Amadou Ilbodo et Victorien Marienne. Les étalons d'autorité pris le commandement du groupe D au sorti de la deuxième journée des éliminatoires du mondial de 2018 en Russie. Face aux requins bleus du Cap-Vert, ils ont su faire vite bien. Malgré les appréhensions avant le coup d'envoi, Charles Caboret et ses coéquipiers ouvrent matinalement le score par Issouf Dayo à la 2e minute. Une belle entame qui conséquemment a mis sur orbite un 11 national burkinabé décidé à faire le résultat.
Piqués dans leur amour-propre, les requins du Cap-Vert tentent de sortir de l'aquarium burkinabé, mais Prégis Nakoulman, dans un jour magique, ne rate pas l'occasion de corser l'addition. Ça fait 2-0. Revenus des vestiaires, les Capverdiens jouent des pieds et des mains pour renverser la vapeur. Une deuxième période où le bloc burkinabé a été mis à rude épreuve. En effet, les Capverdiens ont tout eu en deuxième période, sauf la baraka. Face aux menaces incessantes, Bakary Koné, blessé, est allé au combat et l'honneur a été sauve. Score final 2-0 pour les étalons. Gagner à l'extérieur, ce n'est pas évident. Contre le Cap-Vert, une très bonne équipe et qu'on a rarement battu dans le passé. Maintenant, ça montre que l'équipe a de la qualité. Souhaiter bon rétablissement aux blessés pour qu'ils puissent revenir plus fort pendant la CAN. Et c'est dire que quand on veut, on peut. Une victoire du cœur et qui a mis en exergue la maturité de plus en plus effective des étalons. Quand on marque en extérieur, première, normalement, la sérénité et la capacité de se dire c'est mieux. Aujourd'hui, nous sommes très efficaces. Sur les 2 derniers matchs, Botswana et Sud-Afrique, on a beaucoup joué. On a créé 10 chances de but, mais on a marqué 1 ou 2. Aujourd'hui, c'est l'efficacité 1000%, 3 chances de but, et c'est ça qu'on veut. Dans le doute, le haut national a fait fort en réalisant un résultat qui force le respect. Ça fait chaud au cœur. Félicitations encore à nos braves étalons. Mamadi Wena, très rapidement, quelle est la conséquence de cette victoire pour la suite des éliminatoires? La conséquence de cette victoire des étalons qui est consécutive aussi à la défaite du Sénégal en Afrique du Sud, le Sénégal qui a perdu 1-2 devant l'Afrique du Sud. Le Burkina prend la tête de ce groupe D des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Le Burkina a 4 points avec une différence de but de plus 2. Et l'Afrique du Sud a 4 points plus 1. Le Sénégal est à la 3e place avec 3 points plus 1. Et le Cap-Vert est dernier, 0 points, un goal différentiel de moins 4. Merci Mamadou Wena et rendez-vous demain à 21h pour de plus amples informations. Oui, demain avec beaucoup plus d'images et d'infos. Merci à vous aussi d'avoir suivi cette édition qui s'achève. Très belle soirée de dimanche en compagnie de la RTB.